Bonjour à tous. Nous vivons depuis quelques semaines une crise sanitaire sans précédent. Sans précédent depuis au moins un siècle. Les mesures que nous avons dû prendre pour y faire face sont exceptionnelles. Jamais un confinement généralisé du pays n'avait été mis en place. Cette crise sanitaire, elle n'est pas seulement française, elle est née en Chine, mais elle est désormais européenne. Nous savons les difficultés terribles auxquelles font face nos amis italiens et espagnols. Nous mesurons celles que vont connaître nos amis britanniques et allemands, et au-delà, tous les pays d'Europe. Plus encore, cette crise sanitaire est devenue mondiale. Les États-Unis d'Amérique, l'Afrique, l'Inde, l'Amérique du Sud, tous les continents affrontent progressivement l'épidémie. Au moment où je vous parle, près de la moitié de l'humanité est confinée. C'est littéralement du jamais vu. Nous devons collectivement faire face à un défi considérable. Fournir un effort intense. Un effort qui va s'inscrire dans la durée. Car je veux vous dire les choses avec clarté et franchise. Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler. L'effort collectif, c'est d'abord l'effort de ceux qui sont en première ligne, les soignants et tous ceux qui contribuent au fonctionnement du système de soins français. Ils sont admirables, courageux, engagés. Le président de la République a rappelé mercredi soir combien la nation leur était redevable. C'est aussi l'effort remarquable de ceux qui, en deuxième ligne, assurent la continuité de la vie de la nation. Les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers, les enseignants qui se démènent pour que nos enfants continuent dans des circonstances qui sont évidemment très particulières à apprendre et à travailler, les agriculteurs qui continuent à nous nourrir, les routiers qui garantissent la circulation et le transport des marchandises dont nous avons besoin pour continuer à vivre, les éboueurs, tous ceux qui travaillent dans la grande distribution ou dans le commerce alimentaire de proximité, les boulangers, les femmes et les hommes qui garantissent la poursuite de la production et de la distribution de l'électricité, de l'eau potable, le bon fonctionnement des transports publics, les surveillants de prison, les employés des agences bancaires, cette deuxième ligne dont je ne peux pas citer tous les métiers, mais qui tient ferme et qui nous permet d'espérer. Et puis c'est l'effort de chacun d'entre vous, l'effort d'une troisième ligne en quelque sorte, celle qui reste confinée strictement, même lorsque c'est long, même lorsque c'est pénible, et c'est pénible parfois, parce qu'il est évidemment pénible de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir se promener avec des enfants en bas âge, de vivre confiné avec des adolescents qui ont besoin de respirer, de ne pas pouvoir aller serrer dans ses bras ceux que l'on aime, de ne pas pouvoir faire des courses, étudier, s'entraîner. Cette troisième ligne qui, en respectant le confinement, participe à l'effort national. Cet effort collectif, c'est celui de la nation. Au moment où nous vous demandons beaucoup, j'ai souhaité venir devant vous pour expliquer le plus complètement possible et le plus clairement possible quels étaient nos choix, notre stratégie, nos contraintes. Je veux vous dire ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, ce que nous préparons, ce que nous réussissons, parce que sur certains points nous réussissons, et ce qui nous inquiète, parce que c'est vrai, certaines choses nous inquiètent. Je ne cherche pas à justifier l'action du gouvernement. Je sais bien que, le moment venu, nous tirerons ensemble
les leçons de la crise. Le Premier ministre que je suis sera amené à répondre à toutes les questions qui seront posées, et je ne suis pas de ceux qui se défaussent de leurs responsabilités. Certains pensent qu'ils savent parfaitement ce qu'il conviendrait de faire et n'hésitent ni à donner des leçons, ni à formuler des critiques a posteriori. Je leur laisse ce luxe. Pour ma part, avec une très grande humilité, mais aussi avec une volonté absolue de permettre à notre pays de traverser cette crise, je veux parler clair aux Français. Je ne souhaite pas fermer le débat, les questions sont toujours légitimes et les propositions souvent utiles. Elles permettent de ne pas nous enfermer dans des schémas ou dans des plans qui peuvent se révéler inadaptés. Elles permettent d'entendre des idées que nous pouvons reprendre pour être plus efficaces dans ce long combat contre l'épidémie. Au fond, avec le ministre des Solidarités et de la Santé, avec tous les membres du gouvernement, sous l'autorité du président de la République, nous voulons dire aux Français où nous sommes et où nous allons. Dire ce que nous savons et ce que nous ne savons pas sur le virus, ce que nous faisons pour en freiner la progression, ce que nous faisons pour accroître nos capacités hospitalières, ce que nous faisons spécifiquement pour les territoires d'outre-mer, ce que nous faisons pour mieux protéger nos soignants et ceux qui les soutiennent, ce que nous faisons pour préparer les tests, les traitements, les vaccins, enfin ce que nous faisons pour protéger les emplois et les revenus des Français. Et d'abord, je voudrais passer la parole au professeur Karine Lacombe. Professeur, vous êtes chef de service en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et c'est vous, professeur, qui allez nous dire beaucoup mieux que je ne saurais le faire ce qu'est cette maladie, le Covid-19. Merci, Monsieur le Premier ministre. Donc effectivement, je vais vous rapporter ce que l'on sait à propos de ce virus. Donc ça fait plusieurs mois que vous entendez parler du Covid-19. Donc le Covid-19, c'est la maladie qui est due à un virus que l'on appelle SARS-CoV-2. Ce virus fait partie du groupe des coronavirus, où il y a plusieurs virus qui sont saisonniers et d'autres virus qui sont apparus pour l'un d'entre eux qui s'appelle le SARS-CoV en 2003 avec de nombreux morts, 900, mais avec une épidémie dont on a pu empêcher le développement, et puis le MERS-CoV qui est un virus qui circule au Moyen-Orient et qui donne des épidémies qui sont tout à fait saisonnières. C'est une transmission par les gouttelettes et manuportée, et dans la plupart des cas, plus de 80% des cas, les signes sont tout à fait mineurs, et certains d'entre vous les ont déjà expérimentés à type de rhinite, d'angine, de rhinopharyngite. On entend de plus en plus parler de la perte du goût, de la perte de l'odorat. Et puis, le problème qui nous concerne vis-à-vis de la morbidité, c'est-à-dire les patients très sévères qui arrivent à l'hôpital, bien, ce sont ces 15 à 20% de patients qui vont être hospitalisés parce qu'ils vont avoir des signes beaucoup plus sévères, parce que le virus peut attaquer les cellules respiratoires, d'où les pneumopathies. Il peut également attaquer les cellules du système nerveux central, d'où ces pertes de goût et ces pertes de l'odorat. Et puis, il y a aussi des complications digestives avec des personnes qui vont avoir de la diarrhée et de la fièvre. On estime que quand on arrive à l'hôpital, le risque de passer en réanimation est dû au fait qu'on peut avoir beaucoup de virus à l'intérieur du corps, mais également avoir une réponse inflammatoire exacerbée quand le corps cherche à se défendre de ce virus. Et le virus est dangereux pour 3 raisons. D'abord, il est très contagieux. Donc, on estime que chaque personne infectée peut contaminer à peu près entre 2 et 3 autres, beaucoup plus contagieux que la grippe, en particulier parce que pour la grippe, on a déjà des défenses immunitaires qui persistent d'une année sur l'autre, on a aussi un vaccin et on a aussi un traitement. C'est également un virus qui est contagieux avant d'être symptomatique. C'est la raison pour laquelle il est très difficile d'isoler les personnes infectées avant qu'elles ne puissent contaminer d'autres personnes. Et puis, on ne connaît pas vraiment à ce jour le taux de mortalité parce qu'on ne connaît pas le nombre de cas de personnes qui n'ont pas de symptômes. Mais on estime qu'environ 15% des personnes qui sont asymptomatiques entraînent des contaminations et surtout beaucoup de complications. Et 5% vont nécessiter une hospitalisation en réanimation.
C'est un virus qui frappe d'abord les personnes âgées et les plus vulnérables, avec beaucoup de facteurs de risque qu'on commence à mieux connaître, en particulier le surpoids, en particulier tout ce qui est hypertension, insuffisance respiratoire, etc. Et ce que l'on a constaté, c'est que 96% des personnes décédées ont plus de 60 ans. C'est aussi un virus qui n'épargne pas les plus jeunes. Quand on regarde la répartition des personnes hospitalisées en réanimation, eh bien on voit qu'il s'agit en médiane de personnes qui ont 58 ans. C'est-à-dire que 50% des personnes hospitalisées en réanimation ont moins de 58 ans et 50% ont plus de 58 ans. Il faut savoir que les passages en réanimation ne sont pas proposés à des personnes qui sont très âgées, mais ce qui se fait dans la vie de tous les jours, quand on arrive en réanimation pour n'importe quelle raison, parce qu'on sait que quand on est âgé avec beaucoup de comorbidités, il y a un risque très important de ne pas sortir de réanimation et que ça peut être beaucoup plus délétère et inconfortable pour une personne âgée d'être en réanimation. Donc voilà un peu les choses que l'on sait. Il y a donc beaucoup de choses que l'on ne sait pas, ce qui nous appelle à beaucoup d'humilité. Et peut-être parmi les questions que se posent beaucoup d'entre nous, c'est est-ce que le virus est présent dans l'environnement? Est-ce qu'il persiste en particulier longtemps dans l'air, sur les surfaces inertes, etc. Eh bien ça, on ne sait pas. On sait que l'on peut trouver du virus, mais on ne sait pas si ce virus est infectant. Merci beaucoup, Madame la professeure. La conséquence de ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire cette très forte contagion du virus, c'est qu'il se répand de façon très rapide. Comme nos partenaires européens, nous avons subi cette progression très rapide du virus et nous doublons le nombre de cas positifs parmi les cas testés tous les 3 à 4 jours. C'est donc un rythme très rapide. Vous le voyez sur cette courbe, nous sommes entrés quelques jours après l'Italie et l'Espagne au stade épidémique de cette maladie. Mais si l'on ramène l'ensemble de ces courbes au même point de départ, par exemple au moment où chaque pays a dépassé les 100 premiers cas, alors vous voyez que les courbes sont assez similaires et on peut toujours examiner à la loupe les différences de rapidité entre tel ou tel pays. La vérité, c'est que les méthodes de test sont parfois différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la progression est rapide et au fond à un rythme très cohérent en fonction des pays européens. Un mot sur ces chiffres, puisque chaque soir, à la conférence de presse qui est organisée au ministère de la Santé et qui est présentée soit par le directeur général de la Santé, soit par le ministre des Solidarités et de la Santé, nous donnons des chiffres. Beaucoup de nos concitoyens se posent des questions sur ces chiffres. Ils voudraient savoir comment ils sont calculés, s'ils sont complets, ce qui est certain et ce qui est estimé. Ces questions, elles sont parfaitement légitimes. Et il faut y répondre avec précision, car elles sont un des éléments de la confiance et des décisions que nous sommes appelés à prendre. Je voudrais donc que nous puissions écouter le professeur Salomon, qui est directeur général de la santé, pour nous indiquer à la fois les différents moyens de mesure de la progression de l'épidémie et les différents moyens de mesure de la mortalité de cette maladie Covid-19. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais donc présenter le dispositif national de surveillance de l'épidémie à Covid-19, qui est basé sur 3 sources extrêmement fiables. Première source que les Français connaissent depuis le début de cette épidémie, le nombre de cas de tests positifs, c'est-à-dire que nous pratiquons des tests avec un écouvillon dans le nez, ce n'est pas un examen très agréable, à la recherche du virus. Ce test part ensuite dans un laboratoire de virologie qui confirme la présence ou non du virus, et ce résultat de test permet de nous donner des chiffres tous les jours du nombre de personnes qui, en France, ont eu ce dépistage positif à la recherche du virus. Deuxième source extrêmement fiable, vous savez que les établissements de santé sont tous mobilisés, que le plan blanc est activé dans l'ensemble des établissements de France. Nous avons donc un suivi hospitalier quotidien des formes sévères de la maladie. Plus de 600 hôpitaux nous signalent tous les jours le nombre de patients admis, les admissions à l'hôpital, ce qui correspond à des formes
sévères nécessitant une prise en charge en milieu hospitalier, notamment de l'oxygène ou des traitements particuliers. Le nombre de malades qui sont dans une situation préoccupante, dans un état grave et qui sont hospitalisés en réanimation, mais aussi un indicateur très important, le nombre de patients hospitalisés sortis guéris, car il y a heureusement énormément de patients qui sortent guéris, c'est important de le rappeler, et puis parfois des patients qui malheureusement, après une réanimation importante, décèdent, et le nombre de décès est un nombre cumulé des décès observés en milieu hospitalier. Troisième source, nous avons maintenant à combattre une épidémie nationale. Le virus se répand rapidement en population, mais comme vous l'a dit le professeur Lacombe, il donne souvent des formes mineures, et donc nous avons besoin d'avoir des informations sur le recours aux soins en ville. Ce recours aux soins, il est basé sur ce qu'on appelle une surveillance syndromique de la population. C'est une surveillance qui a maintenant fait les preuves de son efficacité depuis plusieurs années, que l'on met en place l'été pour surveiller la canicule, l'hiver pour surveiller les différentes épidémies. Elle est basée sur des médecins volontaires, des médecins sentinelles, sur l'activité de l'ensemble des services de SOS médecins, ainsi que sur les tests réalisés dans les laboratoires de ville. Et c'est ainsi que Santé publique France, qui nous donne l'ensemble de la surveillance épidémiologique en France, a pu estimer que 44 000 personnes ont consulté la semaine dernière leur médecin, SOS médecin ou un laboratoire pour une infection à coronavirus. Donc vous voyez que ces chiffres, à la fois le nombre de tests réalisés, l'activité hospitalière et l'activité en ville, sont finalement le reflet, avec un certain retard, des contaminations. Pourquoi dis-je retard? Parce que, comme vous le savez, quand vous avez été en contact avec le virus, il y a ensuite une phase d'incubation, en moyenne une semaine, puis l'apparition de symptômes, et puis c'est au bout de quelques jours que vous êtes un peu fébrile ou que vous avez des symptômes qui vous perturbent, une toux par exemple, que vous allez consulter soit un médecin, soit vous retrouver en milieu hospitalier. Et comme vous le savez, cela ne permet pas d'estimer le nombre réel de cas, puisqu'il existe des formes sans symptômes, des formes dites asymptomatiques, qu'il existe des formes très bénignes, avec des symptômes tellement bénins que finalement nos concitoyens ne pensent même pas à consulter. Et donc les chiffres que l'on vous donne tous les soirs, le nombre de tests, le nombre de patients hospitalisés ou le nombre de personnes qui consultent leur médecin, finalement, nous font observer les contaminations qui ont eu lieu avant la mise en place du confinement. En ce qui concerne la surveillance de la mortalité, premier chiffre que l'on donne aussi tous les jours, la mortalité enregistrée dans ces fameux 600 établissements de santé qui prennent en charge les malades. C'est une mortalité qui est donc cumulée depuis la mise en place de cette surveillance, et c'est ainsi que l'on peut avoir des statistiques importantes sur l'âge, sur le sexe, sur les facteurs de risque, et c'est comme ça que l'on a pu montrer qu'effectivement, nos personnes âgées, nos personnes les plus fragiles sont celles qui sont le plus victimes de cette infection Covid. Deuxième dispositif de surveillance de la mortalité très important que nous mettons en place au cours de ce week-end et qui donnera des résultats au tout début de la semaine prochaine, la surveillance de la mortalité dans les institutions pour personnes âgées, dans les EHPAD, c'est évidemment très important. Troisième source, vous connaissez l'état civil, vous connaissez l'INSEE. La surmortalité est enregistrée par l'INSEE grâce aux données des mairies, grâce aux données de l'état civil. Et nous aurons donc une publication hebdomadaire qui sera relative à la semaine précédente. Et c'est ainsi que nous commençons à vous donner des chiffres portant sur une surmortalité départementale, sur une surmortalité régionale, sur une surmortalité nationale, puisqu'on a ces éléments de précision. C'est le reflet évidemment de contamination ancienne, puisqu'il faut d'abord la phase d'incubation et la phase des symptômes avant de devoir prendre en charge des patients graves et parfois d'observer des décès. Un point important, les données de mortalité en France sont extrêmement fiables, elles sont surveillées depuis des années, elles sont d'ailleurs publiques. Vous pouvez consulter ce site de l'INSEE qui montre les statistiques de mortalité nationale, les statistiques de mortalité mensuelle. Et c'est ainsi que l'on constate que les mois de mars, la mortalité mensuelle varie entre 40 000 et 50 000 décès sur les 10 dernières années. Ces importantes variations sont liées à tous les événements de santé qui peuvent se produire en France. Ce dispositif qui peut paraître complexe est un dispositif extrêmement fiable et par souci de transparence, nous l'avons explicité dans un livret qui est téléchargeable sur le site du gouvernement comme sur le site du ministère de la Santé pour que les Françaises et les Français puissent comprendre quel est notre dispositif de surveillance. Enfin,
Vous avez tous désormais accès à l'ensemble des données disponibles grâce à un tableau de bord, à l'ensemble des informations en accès libre sur le site du gouvernement, www.gouvernement.fr. Toutes les données fournies par Santé publique France vont être mises totalement en transparence pour que vous puissiez regarder chaque jour, pour les territoires qui vous intéressent, soit France entière, soit région, soit département, le nombre de cas positifs, le nombre de personnes qui ont été hospitalisées, le nombre de personnes qui sont sorties guéries du milieu hospitalier, ceux qui sont pris en charge en réanimation et aussi le nombre de décès. Et ce sera adapté à l'ensemble du territoire et mis à jour tous les jours. Merci, monsieur le professeur. Nous avons parlé du virus et de la façon dont nous étions en mesure de compter et de déterminer son évolution. Je voudrais maintenant dire un mot de notre stratégie pour lutter contre le virus. Elle est faite d'un élément qui vise à freiner sa progression et d'un autre élément qui vise à permettre d'accroître notre offre de soins. Comme l'a dit Madame le professeur Lacombe, 80 à 85% des cas de Covid-19 sont bénins, désagréables sans doute, mais bénins. Mais 15% peuvent être des cas sévères et dans un certain nombre de cas, on peut aller jusqu'à l'admission dans un service de réanimation. Et là, c'est évidemment quelque chose de très sérieux. Il y a en France, avant le début de cette épidémie, environ 5000 lits dans les services de réanimation de la France entière. C'est notre capacité de réanimation. Si l'épidémie se développe sur le territoire, au fur et à mesure du temps, les formes sévères, celles qui justifient une admission dans les services de réanimation, vont s'accroître et être de plus en plus nombreuses. Et vous voyez sur le tableau tel qu'il vous est présenté à côté de moi que si on dépasse le nombre de cas justifiant une admission en service de réanimation, si ce nombre est supérieur à notre capacité d'accueil, alors nous avons un sérieux problème. C'est la raison pour laquelle notre stratégie repose sur deux idées simples. Première idée, augmenter notre capacité d'accueil dans les services de réanimation. C'est la responsabilité du gouvernement et nous avons tout mis en œuvre depuis plusieurs semaines pour faire en sorte d'augmenter notre capacité d'accueil dans les services de réanimation. Le deuxième point de cette stratégie, comme cela avait été très clairement expliqué par le ministre des Solidarités et de la Santé, c'est d'aplatir la courbe, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait moins de cas sévères parce qu'il y a moins de circulation du virus, de façon à ce que le nombre de cas qui justifient une admission en service de réanimation soit moins nombreux. En travaillant sur l'augmentation des capacités en service de réanimation et en mettant en place le confinement, qui permet de diminuer le nombre de ceux qui sont infectés et donc le nombre de cas graves, on permet au nombre total de malades devant être admis en service de réanimation d'être inférieur à notre capacité d'accueil. La stratégie que je développe ici au niveau national, elle est parfaitement justifiée au niveau national. Elle est d'ailleurs expliquée par tous les chefs de gouvernement des pays européens et ailleurs. Mais elle doit évidemment être mise en œuvre au niveau régional. Tout le monde a bien conscience que l'épidémie a commencé à se développer dans la région Grand Est et qu'elle est beaucoup moins développée dans d'autres régions françaises. Il faut donc que nous soyons en mesure, en permanence, d'adapter la capacité des lits de réanimation et le confinement à la réalité régionale. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez pu constater récemment la multiplication des déplacements de malades admis en service de réanimation qui permettent de soulager les régions qui sont déjà confrontées à la vague afin de soigner ceux qui doivent l'être dans des régions où les lits sont encore disponibles parce que la vague n'est pas encore arrivée. C'est l'idée de la réponse du gouvernement, c'est la stratégie que nous voulons mettre en œuvre. Et encore une fois, elle repose sur la capacité du gouvernement à augmenter la capacité d'accueil des lits en service de réanimation et le civisme des Français à respecter le confinement pour que la courbe des cas sévères diminue. Je voudrais passer la parole au professeur Arnaud Fontanet, qui est épidémiologiste de l'Institut Pasteur,
pour qu'il puisse expliquer les raisons du confinement et l'importance de cet indicateur. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Effectivement, pour nous, épidémiologistes, le nombre d'admissions chaque jour en réanimation est le principal indicateur. C'est un indicateur d'abord qui est fiable, qu'on peut mesurer avec les outils dont on dispose aujourd'hui. C'est également celui qui nous dira si les patients qui nécessitent une réanimation seront accueillis dans les bonnes conditions. Également, c'est l'indicateur qui nous dira si on pourra, quand on aura diminué ce nombre d'accueils quotidiens de patients en réanimation, soulager les équipes des personnels soignants qui sont aujourd'hui, dans certaines régions de France, mis sous une extrême tension. Comme le Premier ministre le rappelait, c'est un indicateur qu'on peut décliner évidemment à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle nationale, parce que la saturation, elle se fera en fonction de la progression de l'épidémie sur le territoire français. Diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est pour ça, c'est pour limiter le nombre de nouveaux patients en réanimation qu'ont été mis en place les stratégies de confinement dans la période du 12 au 16 mars. C'est, comme je le disais, extrêmement important. Il y a deux aspects que vous connaissez déjà dans la façon avec laquelle nous, le peuple français, on peut aider les services de réanimation pour être soulagés. C'est d'une part l'application des mesures qu'on appelle les mesures barrières, c'est-à-dire se laver les mains, c'est-à-dire tousser dans son coude, c'est-à-dire utiliser un mouchoir à usage unique et dans certaines circonstances, utiliser des masques. Il y a d'autres stratégies qui sont les stratégies dites de distanciation sociale, que vous connaissez également, qui comportent d'une part le respect d'une certaine distance entre individus, 1 mètre, 1,50 mètre, éviter des contacts prolongés, et puis depuis la période du confinement, c'est le fait d'avoir fermé les écoles, les universités, d'encourager autant que possible, et vraiment c'est très important, le télétravail, et puis limiter ses déplacements à l'extérieur pour les gestes essentiels, je dirais, aller faire ses courses, et une fois de plus, dans des conditions les plus contrôlées possibles. C'est donc l'association de ces mesures barrières et des mesures de distanciation sociale qui vont diminuer vos contacts, les contacts potentiellement infectants, avec d'autres membres de la population. Comme vous le voyez sur ce schéma, pour des personnes qui seraient malades du Covid-19, on estime qu'en moyenne, en absence de mesures de contrôle, chaque malade va infecter 3 personnes. C'est ce qu'on appelle le nombre de reproductions. Avec la mise en place des mesures de contrôle, qui sont ces mesures barrières et de distance sociale, on veut faire baisser. Donc si vous voyez sur ces diapositives, progressivement, à partir d'un patient, on en infecte 3, et puis sur un pas de temps de 5 jours, eh bien, de façon exponentielle, vous allez avoir une masse de personnes infectées qui va apparaître en population. Avec ces mesures du contrôle de l'épidémie, qui sont à la fois les mesures barrières et de distanciation sociale, l'objectif, c'est de limiter les contacts, de limiter les transmissions secondaires. Ce qu'on veut, c'est que ce fameux nombre de reproductions de base, qui au départ est à 3, on veut le ramener en dessous de 1. Vous comprendrez bien que si chaque personne malade infecte moins d'une personne, eh bien l'épidémie va décliner. C'est tout l'objectif des mesures de confinement qui ont été mises en place entre le 12 et le 16 mars. Pour pouvoir estimer l'impact de ces mesures de confinement sur, une fois de plus, l'indicateur principal, qui est le nombre de cas quotidiens d'admission en réanimation, il va falloir attendre un peu. Parce qu'au moment où les mesures de confinement ont été mises en place, il y avait des personnes qui étaient en période d'incubation de la maladie, il y en avait d'autres qui étaient encore au stade précoce de la maladie, mais pas encore nécessitant des soins de réanimation. Pour toutes ces personnes, en l'absence de traitement, rien ne pouvait empêcher leur progression, pour ceux, les 5% qui feront des formes graves, vers une réanimation. Dès lors, les premiers impacts des mesures de confinement, on ne pourra le voir, et on l'espère, qu'en fin de semaine prochaine. C'est les 3 semaines qui séparent le moment de la mise en place du confinement et le moment où ces personnes arriveront en réanimation. Donc, l'indicateur qu'on vous a cité, on le regardera avec beaucoup d'attention dans la semaine qui vient, et je l'espère, on verra les premiers effets du confinement. Et une fois de plus, j'en appelle à la mobilisation de vous tous, parce que c'est vous, en respectant le confinement, qui allez permettre aux patients qui ont besoin de réanimation d'être accueillis dans les meilleures conditions, et aussi de soulager le personnel soignant qui paye aujourd'hui un très lourd tribut à cette épidémie, comme vous le savez, avec les efforts majeurs qu'il déploie pour donner les meilleurs soins possibles aux patients. Sur la carte que vous voyez ici, vous avez 2 scénarios. Un scénario en haut d'un confinement insuffisant, c'est celui où ce nombre de reproductions de base que j'ai évoqué serait supérieur à 1, c'est-à-dire que chaque malade continue d'infecter plus d'une personne, l'épidémie s'étend sur le territoire français. Dans le scénario du bas, qui est
appelé confinement efficace, eh bien là, chaque malade va infecter, grâce aux mesures mises en place, moins d'une personne. L'épidémie va progressivement ralentir et comme vous le voyez, il n'y aura pas ou très peu de nouveaux territoires touchés de façon importante. C'est très important parce que, comme l'a rappelé le Premier ministre, ça permet aussi l'accueil des patients des régions les plus touchées par l'épidémie dans des régions moins touchées, avec les transferts de patients tels qu'ils ont lieu aujourd'hui. Également, la mobilisation d'équipements des régions les moins touchées vers les régions les plus touchées, une fois de plus, pour soulager les services de réanimation. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous voyez que nous avons décidé le confinement pour les raisons qui viennent de vous être indiquées quand il est devenu nécessaire, lorsque la circulation du virus impliquait de prendre cette décision. Au moment où nous avons pris cette décision de confinement, il y avait moins de 8000 cas sur le territoire national et moins de 200 morts de la maladie. Chacun pourra apprécier les moments où les gouvernements ont pris cette décision, mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. J'ai annoncé hier que le confinement, tel qu'il a été organisé en France, serait prolongé au moins jusqu'au 15 avril. Nous ferons, à la fin de la semaine prochaine, un nouveau bilan pour partager les chiffres, et notamment l'indicateur qui vient d'être évoqué par monsieur le professeur, c'est-à-dire le nombre d'admissions quotidiennes en service de réanimation. Nous communiquerons sur ces chiffres, bien entendu, et en toute transparence, nous en tirerons les conséquences. Je crois qu'il faut retenir de ce qu'a dit le professeur et des chiffres que nous vous présentons, l'absolue nécessité de prendre au sérieux les mesures relatives au confinement. La meilleure façon aujourd'hui, pour l'ensemble de la population française, d'aider les soignants et d'éviter que l'épidémie ne soit plus gérable, c'est bien de respecter strictement les mesures de confinement qui ont été formulées par le gouvernement et qui sont actuellement mises en œuvre. C'est notre responsabilité collective de réduire nos contacts. C'est comme cela que nous aplatirons la courbe et que nous pourrons passer l'obstacle. L'autre branche de la stratégie que nous avons évoquée, c'est le renforcement de la capacité d'accueil de nos hôpitaux. Et pour présenter les mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre, je vais passer la parole à Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Premier ministre, merci. Avant même l'apparition de l'épidémie en tant que telle sur le territoire national, la France a mis en place des dispositions très fortes, inédites, pour préparer l'hôpital, pour préparer l'ensemble des hôpitaux à faire face à la menace, au cas où cette menace s'avérerait concrète. Avant même l'apparition de l'épidémie, j'ai déclaré le plan blanc dans tous les hôpitaux de France, c'est-à-dire que j'ai demandé à l'ensemble des hôpitaux, publics comme privés, de procéder à des déprogrammations de toutes les activités qui n'étaient pas indispensables. On a pu alors me demander à l'époque pourquoi est-ce que nous anticipions autant, alors même que le virus ne circulait pas. J'expliquais alors que plus vite nous annulions des activités programmées, plus vite nous étions en mesure de libérer de la place dans les services de soins intensifs et de réanimation, parce que si l'épidémie frappait, elle risquait de frapper vite, elle risquait de frapper fort, et nous ne savions pas où elle frapperait en premier. L'activation du plan blanc a donc permis de renforcer considérablement nos capacités hospitalières sur tout le territoire. Je dis sur tout le territoire, car dès les premiers jours aussi, j'avais évoqué la nécessité pour chaque Français, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire national et en Outre-mer, de pouvoir avoir accès à un hôpital dans son département. Désormais, ce sont plus de 600 établissements de santé qui sont en mesure de recevoir des patients atteints du coronavirus. Tous les établissements publics, tous les établissements privés de santé sont mobilisés dans la lutte contre cette épidémie. Parfois, dans certains territoires au sein desquels le virus ne circule pas encore beaucoup, il y a des établissements de santé, il est vrai, qui conservent des places qui sont libres. Ces places libres, j'y reviendrai tout à l'heure, peuvent être à la fois utiles pour accueillir des malades en provenance de régions qui font face à l'épidémie, mais elles sont aussi libres dans l'éventualité où l'épidémie viendrait à son tour frapper son territoire. L'enjeu maintenant,
il porte sur la question des réanimations. Les réanimations, le Premier ministre l'a évoqué tout à l'heure, ce sont des secteurs, des services de médecine dans lesquels on peut hospitaliser des patients en état très sévère, allant parfois jusqu'à les mettre en coma artificiel et procéder à ce qu'on appelle une intubation et une ventilation mécanique pour les aider à respirer. C'est notamment le cas, cela a été évoqué, de malades qui font des pneumonies très sévères, très graves, avec des difficultés pour s'oxygéner. Les capacités initiales de la France étaient de 5000 lits de réanimation. Elles ont été augmentées grâce à la déprogrammation et grâce à la mobilisation de tous les hôpitaux à 10 000 lits. Désormais, nous souhaitons atteindre un objectif de 14 000 à 14 500 lits de réanimation sur tout le territoire national, ce qui constitue une augmentation massive des capacités de réanimation. Il y a plusieurs enjeux que cela pose. D'abord, un enjeu humain, et j'y viendrai dans quelques minutes. Ensuite, un enjeu matériel. Je le citais tout à l'heure, lorsque des patients ont besoin d'avoir une machine pour les aider à respirer, ce qu'on appelle des respirateurs, il faut alors pouvoir leur fournir ces respirateurs en nombre suffisant. La France dispose d'un certain nombre de respirateurs. Il y en a de ce qu'on appelle des légers et d'autres plus lourds, plus efficaces pour les patients qui font les troubles respiratoires caractéristiques des malades atteints du coronavirus. Nous avons monté en gamme tous les respirateurs que nous pouvions monter en gamme. Nous sommes allés récupérer partout où ils étaient sur le territoire national les respirateurs pour les rendre disponibles pour les hôpitaux à mesure qu'ils en avaient besoin. Au-delà, nous avons passé des commandes à tous les producteurs, et notamment un producteur français, Air Liquide, avec une commande qui porte sur plus de 1000 respirateurs supplémentaires. C'est à ce prix que nous pourrons passer le nombre de lits de réanimation équipés de 10 000 à 14 000. Et puis, nous regardons aussi à l'étranger à travers des commandes, mais également à travers des prêts. Et je tiens à remercier nos collègues allemands qui, ce matin encore, nous livraient pour la région Grand Est 25 respirateurs très utiles pour les malades. À côté de la question des respirateurs, il y a la question des médicaments, qui est une question qui revient régulièrement. Elle est tout à fait légitime. Les médicaments, il existe une demande mondiale. Le Premier ministre a expliqué que l'épidémie était mondiale. Tous les pays du monde font face aux mêmes tensions sur les approvisionnements en médicaments, certains médicaments indispensables pour la réanimation. À chaque fois qu'un établissement de santé nous fait part de difficultés pour s'approvisionner ou nous fait part de difficultés sur les stocks qui lui restent, nous mettons tout en œuvre pour lui fournir ce médicament à partir des stocks nationaux ou territorialisés dont nous disposons. Je parle notamment des produits de réanimation dont la demande a pu parfois augmenter de l'ordre de 2000%. Et toutes les entreprises qui fabriquent des médicaments en France, en Europe comme dans le monde sont totalement mobilisées pour pouvoir répondre à une demande mondiale qui correspond à une situation jamais vécue. Je le disais, respirateurs, médicaments, mais également besoin de ressources humaines, de soignants, de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, de brancardiers. Toutes ces personnes qui font la richesse de l'hôpital, la richesse des soins en ville, qui sont indispensables, notamment dans les endroits qui font le plus face à l'afflux de malades. Il y a 2 grands dispositifs dans notre pays. Le premier, c'est la réserve sanitaire. Cette réserve sanitaire s'enrichit chaque jour de 1000 soignants supplémentaires depuis le début du mois de mars. Je remercie infiniment l'ensemble des jeunes médecins retraités, des jeunes médecins pas encore diplômés, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants qui se mobilisent au sein de la réserve sanitaire et qui permet de répondre ponctuellement ou dans la durée à des besoins qui se font jour dans des territoires sous tension. C'est absolument indispensable. Il y a également une plateforme qui s'appelle renfort-covid.fr qui a été activée par plus de 1000 établissements et qui permet à des milliers de soignants d'être mis en relation avec les établissements de santé qui ont le plus besoin d'eux. Il ne faut pas hésiter, je renouvelle cet appel à direction des soignants, mais je le redis, ils ont été très nombreux à répondre et c'est particulièrement émouvant de voir même des médecins accepter de venir quitter pour un temps le stéthoscope pour prendre la seringue et aller donner un coup de main extrêmement utile aux équipes soignantes, infirmières ou d'aides-soignants dans la période. Ces gestes d'entraide et de solidarité entre professions de santé est admirable. Je voudrais, pour conclure sur cette partie, vous expliquer notre stratégie. Elle réside en 3 points, si je la schématise.
Premièrement, augmenter partout les capacités de réanimation, je l'ai dit. Deuxièmement, augmenter partout les moyens sur place pour faire face à la demande de soins en période d'épidémie. C'est notamment le cas dans les territoires qui sont les plus touchés, les régions qui sont les plus touchées, la région Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France, la Corse. Nous sommes aussi capables de mobiliser des moyens nouveaux. Ça a été le cas avec cet hôpital militaire de campagne qui a été construit en quelques jours à Mulhouse, inauguré par le président de la République cette semaine. C'est aussi le cas avec un bateau militaire qui est capable d'être en rade à côté de la Corse pour venir en aide aux patients corses où l'activité est dynamique du côté d'Ajaccio. Et puis, troisièmement, lorsque nous avons augmenté les lits, lorsque nous avons apporté du matériel et des ressources humaines et que ça ne suffit pas, être capable de transférer des malades graves, y compris des malades dans le coma, vers d'autres hôpitaux, vers d'autres territoires, au sein desquels la pression épidémique est moins importante. Nous l'avons fait par avion, nous l'avons fait par bateau, nous l'avons fait par hélicoptère, nous l'avons fait par TGV sanitaire, nous l'avons fait en direction des hôpitaux de France, nous l'avons fait en direction d'hôpitaux de pays frontaliers qui ont accepté de nous aider dans la période, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, que je remercie. 50 patients seront à nouveau transférés de la région Grand Est vers d'autres hôpitaux français ce week-end, et notamment un train sanitaire permettra de transférer une vingtaine de malades depuis l'hôpital de Nancy. À côté des hôpitaux, il y a les établissements pour les personnes âgées dépendantes, pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Cela concerne plus de 7000 établissements dans notre pays, dans lesquels résident plus de 700 000 personnes âgées en perte d'autonomie. Ce sont des personnes, vous le savez, qui sont fragiles, qui sont souvent déjà malades, qui sont les plus en danger face à la maladie virale et notamment au coronavirus. Très vite, nous avons activé le plan bleu. Le plan bleu qui nous a permis de prendre des mesures difficiles, humainement pour les EHPAD. L'interdiction des visites, l'éloignement des familles, l'identification partout où c'était possible au sein des EHPAD de secteurs dédiés aux malades atteints du coronavirus. Les fédérations du secteur m'ont fait part de leurs besoins, 500 000 masques chirurgicaux par jour. Je me suis engagé à déstocker chaque jour 500 000 masques chirurgicaux pour les EHPAD. L'acheminement, qui était complexe, s'appuie désormais sur le soutien des départements, que je remercie de nous aider dans cette mission. Nous devons aller plus loin pour protéger ces personnes âgées particulièrement fragiles et prendre des décisions encore plus difficiles. Je pense, en disant difficiles, au personnel des EHPAD, mais aussi aux personnes âgées elles-mêmes et à leurs familles. Je demanderai aux établissements de type EHPAD de se préparer à aller vers un isolement individuel de chaque résident d'EHPAD dans les chambres. Certains établissements le font déjà sur le territoire national, de manière à protéger les personnes résidentes des EHPAD de la dissémination du virus. Je demanderai également que nous puissions tester en priorité pour le virus le personnel qui travaille au sein des EHPAD. Et enfin, partout où ce sera possible, j'encouragerai toute démarche pour que le personnel qui travaille sans relâche déjà au sein des EHPAD puisse le moins possible sortir de ces établissements pour prendre le moins de risques qu'ils reviennent avec le virus et prennent le risque de contaminer le personnel. Le lien est quotidien avec les EHPAD, via les agences régionales de santé. Et je me suis entretenu et écrit une circulaire à destination des agences régionales de santé pour assurer un parcours du soin adapté pour les résidents des EHPAD. Le professeur Lacombe le disait tout à l'heure, les patients très âgés, très fragiles, c'est compliqué, la réanimation. C'est compliqué de les mettre en coma. La mortalité est très élevée. En revanche, pour les formes moins graves, qui ont des besoins d'oxygène, parfois il existe de l'oxygène et des médicaments sur place, notamment avec le soutien des médecins coordonnateurs. Parfois, ce n'est pas possible. Et je demande à ce qu'au sein de chaque territoire de santé soit identifiée une filière d'admission des patients âgés issus des EHPAD malades du coronavirus. Dans le même temps, je demande à développer encore davantage les soutiens par les équipes mobiles pour venir au sein des EHPAD porter secours aux personnes âgées malades. La France ne laissera pas les personnes âgées en perte d'autonomie sur le bord du chemin, c'est hors de question. Les personnes âgées fragiles, il y en a dans les EHPAD, 700 000, il y en a autant à la maison. Ces personnes-là, elles subissent aussi de plein fouet l'isolement.
Elles peuvent compter sur le soutien de leurs aidants, mais pas dans les conditions habituelles. Elles peuvent compter sur le soutien des associations. Elles peuvent compter sur le soutien des CCAS, c'est-à-dire des comités sociaux des collectivités territoriaux, des collectivités territoriales. Et puis, elles peuvent compter sur un réseau de solidarité qui s'est mis en place partout sur le territoire. Je les en remercie. Il faut faire très attention aux personnes âgées fragiles à domicile, limiter au strict minimum les visites, parce qu'encore une fois, ce sont les cibles les plus fragiles devant le virus. Merci, Monsieur le Ministre. J'indiquais au début de notre présentation qu'il y avait un certain nombre de sujets qui nous inquiétaient. La situation des personnes âgées les plus fragiles nous inquiète. La tension sur les marchés mondiaux en matière d'approvisionnement en médicaments spécifiquement liés aux services de réanimation et en matériel spécifiquement lié aux services de réanimation est une autre inquiétude. Aucun système sanitaire n'a été pensé pour faire face à une telle vague. Et il se trouve par surcroît que tous les systèmes de santé du monde sont confrontés à cette vague en même temps. Autrement dit, les tensions en matière d'approvisionnement, de matériel, de consommables, de médicaments sont absolument considérables. C'est un des sujets qui a été pointé par l'Organisation mondiale de la santé comme un des risques majeurs de la période que nous vivons. Nous sommes sur ce sujet extrêmement concentrés. Nos équipes logistiques sont mobilisées. Mais j'ai dit au début de ce propos que je dirais les sujets d'inquiétude. C'est évidemment un sujet d'inquiétude. Un mot également, et plus qu'un mot, pour évoquer la situation spécifique des Outre-mer. Elle est à bien des égards spécifique, car la Guyane mise à part, les territoires ultramarins sont des îles, et sont des îles qui sont très éloignées de la métropole. Elles disposent en général de capacités sanitaires qui reposent, pour les cas les plus graves, sur l'idée qu'on peut évacuer sanitairement vers la métropole de façon à traiter les cas les plus graves ou les plus délicats. Cette situation spécifique des Outre-mer nous a conduit, dans le cadre de la stratégie que nous venons d'évoquer, à prendre des mesures particulières. D'abord, en matière de confinement. Nous avons décidé du confinement total dans les Outre-mer au même moment que nous décidions du confinement total sur le territoire national, alors même que la phase épidémique n'était pas engagée dans un certain nombre de ces territoires ultramarins. Pourquoi ? Parce que nous avions besoin de freiner encore plus fort la progression du virus dans ces territoires. Nous avons ensuite mis en place des restrictions très strictes pour l'entrée sur chaque territoire, avec l'interdiction des escales de bateaux de croisière, avec l'interdiction d'entrer dans les collectivités d'outre-mer, sauf motif impérieux, et ce qui entraîne une restriction et une réduction très forte du nombre de vols commerciaux. Et puis nous avons imposé une quatorzaine stricte aux personnes qui entrent dans ces territoires. J'ai enfin demandé au préfet de renforcer le confinement lorsque le virus circulait sur un certain nombre de ces territoires, en prenant des décisions de couvre-feu, je pense notamment à Mayotte, de réduction des transports à l'intérieur des territoires, voire de fermeture de certaines activités économiques. Le confinement doit être encore renforcé pour produire son effet sur des territoires plus fragiles du point de vue sanitaire que ne l'est la métropole. Et puis, la contrepartie de ce confinement plus strict, c'est évidemment une stratégie d'augmentation de nos capacités sanitaires pour les Outre-mer, pour accompagner les territoires, pour accompagner nos concitoyens ultramarins. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'augmenter la capacité de réanimation des services hospitaliers dans les Outre-mer. Les Antilles vont passer de 81 lits en temps normal à 169 lits, notamment grâce à l'apport dès la semaine prochaine de 32 respirateurs envoyés depuis la métropole. Mayotte, qui compte actuellement seulement 16 lits, va passer à 50 lits et se verra pareillement apporter 7 respirateurs supplémentaires. La Guyane passera d'une capacité d'accueil de 29 à 40 lits de réanimation. La Réunion de 111 à 161 lits de réanimation. Nous allons par ailleurs prévoir le redéploiement et le déploiement de renforts humains avec la réserve sanitaire, mobilisés dès à présent pour renforcer les Antilles, où le Covid-19 sévit désormais au stade épidémique. Et puis, mesure importante, comme la loi nous y autorise, nous allons faire en sorte, de façon exceptionnelle, de pouvoir recourir à des médecins qui ont des diplômes hors Union européenne. Un décret sera publié en la matière la semaine prochaine.
La stratégie Outre-mer, c'est aussi l'approvisionnement en masques et en tests des machines que nous avons achetées et dont le ministre des Solidarités et de la Santé parlera dans quelques instants, vont être adressées directement aux Antilles et à La Réunion, de façon à ce que, là encore, la politique de test puisse être mise en œuvre dans de bonnes conditions dans les territoires ultramarins. Un mot pour dire que les compétences en matière de santé en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna sont souvent des compétences qui ne sont pas des compétences de l'État, mais des compétences des territoires. Mais bien entendu, dans ces territoires également, la solidarité nationale va jouer pleinement et nous acheminerons, dans toute la mesure du possible, à la fois des masques et du matériel indispensable. Enfin, je veux mentionner le concours des forces armées. Le ministre des Solidarités et de la Santé l'a évoqué s'agissant de l'Alsace avec construction de cet hôpital de campagne. Nous voulons faire en sorte que des capacités sanitaires de délestage soient mises en œuvre pour permettre aux établissements hospitaliers des Outre-mer de faire face aux malades du Covid-19. C'est la raison pour laquelle les porte-hélicoptères amphibies d'Ixmude d'un côté et Mistral de l'autre vont être mobilisés dans cette mission pour accueillir des patients, pour décharger les hôpitaux sur place, mais aussi pour assurer des flux logistiques qui sont indispensables. Je tenais, dans cette période, comme je le fais régulièrement avec l'ensemble des membres du gouvernement et avec évidemment le concours de la ministre des Outre-mer, à rappeler la solidarité nationale qui s'attache aux territoires ultramarins et la nécessité d'intégrer dans toutes les décisions que nous prenons nos concitoyens qui vont devoir, eux aussi, faire face à cette épidémie. Je voudrais repasser la parole au ministre des Solidarités et de la Santé pour évoquer la protection des soignants et de tous ceux qui, en général, les soutiennent et permettent à notre système hospitalier et à notre système de soins, en général, d'être à la hauteur. Monsieur le ministre. Tout d'abord, il y a la question des masques, que j'ai déjà abordé longuement le week-end dernier, mais sur lequel je voudrais faire un point d'étape. Rappeler que la France était dotée d'un stock national de 117 millions de masques chirurgicaux et sans avoir de stock national de masques FFP2. Habituellement, grâce à la production française de matériel de protection et grâce aux importations, cela permet de faire face aux besoins. Mais en période d'épidémie, qui met en tension le dispositif équilibré en temps normal, les choses sont tout autres. Tout d'abord, ce que nous avons constaté, c'était attendu, une augmentation très importante, parfois massive, par endroits de masques, notamment dans les hôpitaux qui font face à l'afflux de malades atteints de coronavirus. C'est normal, il faut protéger ces soignants dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, une réduction nette, brutale, il y a plusieurs semaines de cela, des importations en provenance de Chine, tout simplement parce que les usines chinoises avaient fermé du fait de l'épidémie qui a frappé la Chine avant de concerner l'Europe. Notre réponse depuis le premier jour, elle a consisté d'abord en une répartition rigoureuse des masques qui privilégie les soignants et les personnes les plus fragiles. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, de faire le détail par profession. Cette distribution des masques privilégie toujours les soignants et les personnes les plus fragiles. Cette semaine, ce sont 36 millions de masques qui ont été déstockés, envoyés sur tous les territoires à destination des hôpitaux, des EHPAD, des aides à domicile et de l'ensemble des professionnels de santé de ville. Deuxième réaction, nous avons tout de suite augmenté de façon drastique la production intensive de masques sur le territoire national. Je l'ai déjà dit, les usines tournent en permanence et sont désormais capables de produire plus de 8 millions de masques par semaine. Enfin, nous avons passé des commandes partout où cela est possible dans le monde. Et notamment, vous vous en doutez, en Chine, qui est le centre mondial de fabrication de ces masques. J'ai déjà évoqué le nombre de 250 millions de masques commandés à la Chine, qui correspondent au nombre de masques effectivement en fabrication à destination de la France. Je peux vous annoncer un chiffre qui dépasse désormais le milliard, plus du milliard de masques qui ont été commandés en tout pour la France et l'étranger, depuis la France et l'étranger, pour les semaines, les mois à venir. Un pont aérien étroit et intensif entre la France et la Chine a été mis en place de manière à faciliter
les entrées des masques sur le territoire. Je vous le disais, nous produisons 8 millions de masques par semaine, nous en consommons 40 millions et vous savez que nos réserves ne sont pas infinies. De nouvelles difficultés se sont faites jour, qui concernent aussi bien l'État que les collectivités qui tentent de nous venir en aide en cherchant à importer, je les en remercie, des masques, et également des entreprises qui se sont engagées sur ce chemin avec nous. Ces difficultés, elles sont la conséquence d'une compétition mondiale, une course mondiale aux masques, car aucun pays au monde, je m'en suis assuré hier lors du G7 Santé avec mes homologues, y compris les homologues américains et japonais. J'en avais parlé avec mes homologues européens lors du Conseil européen des ministres de la Santé par visioconférence cette semaine. Aucun pays au monde ne fait face à sa demande de masques actuellement. Il y a donc une recherche très active et dans le même temps, une vigilance accrue de la part des pays producteurs qui veulent s'assurer que si l'épidémie devait repartir dans leur pays, ils pourraient y faire face, ce qui est compréhensible. Ainsi, je n'ai la certitude que les importations sont effectivement sur notre territoire national que lorsque les masques que nous avons commandés sont effectivement sur le territoire national, qu'à la minute où l'avion qui doit amener les masques atterrit sur le tarmac des aéroports français concernés. Nous vous tiendrons au courant régulièrement, comme nous l'avons fait depuis le début, sur l'état des importations, l'état des stocks et l'état de la répartition aux masques. Nous avons, par rapport à cette situation, des réponses complémentaires. D'abord, une réorientation très forte de l'industrie textile et de l'industrie du papier vers la fabrication de masques de protection. Ensuite, pas moins de 60 millions de masques qui étaient dédiés à la destruction, car considérés comme périmés, mais seulement depuis quelques mois, se sont révélés conformes à l'usage et viennent enrichir notre stock national, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, l'innovation industrielle française bat son plein pour la création et la fabrication de masques destinés au personnel non soignant. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous sommes évidemment bien conscients de cette sensibilité importante à la question des masques. Notre objectif, le ministre des Solidarités et de la Santé l'a bien rappelé, c'est à la fois d'augmenter les capacités de production nationales. Nous sommes en train de le faire. Les producteurs qui sont déjà sur le marché tournent à plein rythme, à plein régime. Mais nous voulons faire en sorte que d'autres producteurs nouveaux en France puissent produire des masques chirurgicaux d'un côté. Cela passe par l'achat de machines, il est en cours. Ça passe par des nouveaux acteurs sur le marché qui vont révéler le meilleur d'eux-mêmes et c'est indispensable. Il y a une autre façon de répondre à cette demande importante, c'est d'essayer de créer des nouveaux produits, d'utiliser la richesse, l'intelligence, l'innovation des entreprises françaises en matière de textile, en matière de papier, pour faire en sorte de créer des nouveaux masques qui vont répondre à des usages bien spécifiques. Nous avons, avec la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, nous avons essayé de mobiliser l'ensemble du tissu productif national, l'ensemble des ressources de notre pays pour faire en sorte que de nouveaux acteurs qui ont envie de participer à cet effort, qui sont extrêmement désireux d'accompagner la collectivité nationale, de leur permettre de produire des masques dont l'efficacité sera garantie et qui permettront d'apporter un soutien utile à tous ceux qui, n'étant pas personnels soignants, car je le répète, pour les personnels soignants, ce sont les masques FFP2 et les masques chirurgicaux qu'il faut privilégier, mais n'étant pas personnels soignants, pourront trouver avec des masques garantis une bonne façon de s'équiper et, le cas échéant, de se rassurer, de se protéger et de lutter contre l'épidémie. 24 producteurs nationaux ont déjà été qualifiés, ou plus exactement, ont qualifié des modèles qu'ils veulent produire. Ils seront en capacité de produire près d'1 demi-million de masques par jour dans les prochains jours et au cours du mois d'avril, près de 1 million de masques par jour. Certains d'ailleurs pourront être réutilisés, certains seront lavables au moins 5 fois, ce qui permettra là aussi de compléter, d'enrichir la capacité de notre pays à s'équiper en matière de masques. Mais j'insiste de façon très appuyée sur le fait que le masque ne doit pas, sous peine d'être inutile, ne doit pas s'accompagner d'un oubli des gestes barrières que le professeur évoquait il y a quelques minutes. Mettre un masque, mais ne plus se laver les mains, l'enlever, le remettre lorsque l'on veut parler, c'est bien souvent pire que de respecter très scrupuleusement les gestes barrières
Et c'est la raison pour laquelle nous voulons insister sur la primauté des gestes barrières, la primauté de la distanciation sociale. C'est elle qui permet de produire un effet. Les masques alternatifs que j'évoquais, de catégorie 3 et 4, pourront entrer en distribution très rapidement et ils accompagneront, et j'appelle tous les producteurs de France à se renseigner sur les spécifications de production pour que la production s'accroisse encore. Un mot, enfin, au-delà des masques, pour évoquer l'aide que nous pouvons et que nous devons apporter aux soignants dans la vie quotidienne. Aider les soignants, c'est bien sûr respecter le confinement, je l'ai dit, c'est essayer aussi de leur faciliter la vie quotidienne dans un moment qui est très difficile. C'est ce que nous faisons avec la possibilité d'accueillir les enfants des soignants dans les crèches, dans les écoles, dans les collèges, qui restent ouverts en ce moment. En moyenne, il y a près de 10 000 enseignants qui sont mobilisés chaque semaine. Et je voudrais les remercier de cette mobilisation remarquable, remercier tout le personnel de l'Éducation nationale, remercier également les personnels des crèches, les assistantes maternelles qui jouent un rôle essentiel pour l'accueil des enfants. Nous avons également rendu possible, c'est le cas en Île-de-France, par des partenariats entre les hôpitaux et l'assurance maladie, la prise en charge des frais de taxi de façon à ce que les personnels soignants, qui après des journées harassantes doivent rentrer chez eux, puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Au-delà de ce que j'indique ici, je voudrais saluer les initiatives prises localement par des associations, par des individus, par des collectivités territoriales pour prêter des véhicules, accueillir dans de bonnes conditions, soit à l'hôtel, soit chez les particuliers, les personnels soignants. Il y a tous les jours, sur tous nos territoires, des preuves d'une solidarité et d'une mobilisation absolument exceptionnelle. Il n'est pas possible d'en faire la liste ce soir, mais ils existent et tous ceux qui sont derrière ces initiatives et qui les font fonctionner rendent un service signalé à la nation. Je voudrais passer à nouveau la parole au ministre des Solidarités et de la Santé pour qu'il évoque la question des tests et des traitements, qui est une question extrêmement importante, qui est une question que beaucoup de nos concitoyens se posent et sur laquelle nous voulons là aussi faire la transparence totale. La question des tests. Je voudrais vous expliquer d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Notre stratégie en matière de tests pour le coronavirus, elle a évolué. Elle a évolué avec l'épidémie et elle a évolué avec les données de la science. Au début, au stade 1, souvenez-vous, tout ce qui était cas suspect et tous les cas contacts des cas suspects étaient systématiquement dépistés à travers des tests qu'on appelle les tests PCR, qu'a décrit le directeur général de la Santé tout à l'heure. C'était le cas notamment à Contamine-Montjoie, qui nous avait permis à l'époque d'empêcher qu'un foyer épidémique ne se déclare en Haute-Savoie et ne s'étende à toute la France. Nous avons ainsi suivi scrupuleusement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes même allés plus loin en testant systématiquement les donneurs de tissus, les donneurs de cellules, les femmes enceintes, ainsi que tous les patients hospitalisés partout en France dans les services de réanimation avec une fièvre inexpliquée ou des troubles respiratoires sévères inexpliqués. Ce qui nous avait d'ailleurs permis d'identifier dans plusieurs hôpitaux des patients atteints de coronavirus, à distance d'ailleurs des zones de circulation actives. Au stade de circulation active du virus, le stade 2, le stade 3, l'OMS nous recommande de tester les malades sévères, les patients hospitalisés, les personnes fragiles, porteuses de comorbidités, ainsi que les soignants. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs semaines désormais. Ces stratégies correspondaient par ailleurs à nos capacités de test par PCR, ces capacités qui reposent sur des plateformes technologiques lourdes, complexes, et qui prennent du temps. J'ai entendu l'appel du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui appelle désormais à tester plus massivement. Il a dit « test, test, test », notamment à l'approche du déconfinement, notamment au moment où nous lèverons le confinement et où les Français pourront reprendre le cours de leur vie normale. Ainsi, cet appel entendu, nous augmentons sans relâche nos capacités de test pour atteindre des capacités massives. De 5 000 tests par jour la semaine dernière, nous sommes passés à 12 000 tests sur une journée comme aujourd'hui. Nous serons à 20, puis 25, puis 30 000 tests d'ici à une grosse semaine. Et enfin, nous atteindrons les 50 000 tests par jour par PCR d'ici la fin du mois d'avril, notamment grâce à l'implantation de plusieurs machines
qu'on appelle des plateformes haut débit sur l'ensemble du territoire et évidemment, l'outre-mer ne sera pas oublié. Mais au-delà de ces questions de tests par PCR, il y a 2 enjeux fondamentaux devant nous. Le premier enjeu, c'est celui de ce qu'on appelle les tests rapides. Certains d'entre vous ont commencé à en entendre parler. Ces tests rapides qui permettent au lit du malade ou dans la rue, pourquoi pas demain, lorsque nous serons prêts, lorsque les conditions de sécurité sanitaire seront remplies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ces tests permettront d'avoir un rendu de résultats en quelques minutes. On nous dit 15, 20, parfois 30 minutes selon les tests considérés. Ces tests, pour cela, nous sommes dépendants de la recherche et de l'innovation au niveau mondial. Le temps politique, je le dis souvent, n'est pas nécessairement le temps scientifique. Je comprends l'impatience des Français à pouvoir bénéficier de ces tests, mais je citerai l'exemple malheureux de nos voisins espagnols qui, ayant passé une commande pour plusieurs centaines de milliers de tests rapides chinois, ont eu la déconvenue de se rendre compte que ces tests étaient totalement inefficaces. Néanmoins, la recherche et l'innovation ont progressé. Nos laboratoires français, publics et privés, sont capables de vérifier que les tests rapides qui sont en train d'émerger dans différents pays, notamment la France, mais pas que, les Américains, les Japonais, les Coréens, que ces tests sont désormais sur le point d'être opérationnels, voire sont désormais opérationnels pour certains d'entre eux. Et je vous annonce que la France a déjà passé une commande pour 5 millions de ces tests rapides qui arriveront prochainement sur le territoire national et nous permettront d'augmenter nos capacités de dépistage de l'ordre de 30 000 tests supplémentaires par jour au mois d'avril, 60 000 tests supplémentaires par jour au mois de mai et plus de 100 000 tests par jour au mois de juin. Ces tests rapides viendront donc s'ajouter, vous l'avez compris, aux tests PCR, de sorte que nous avons là une capacité de dépistage de la maladie amplifiée, augmentée, préparée pour la période de déconfinement. Et je voudrais dire aussi un mot d'une autre innovation que nous attendons avec une grande impatience, c'est celle de la sérologie. La sérologie, c'est un examen qui permet de savoir si une personne a été immunisée contre le virus ou non, parfois sans le savoir, parfois sans avoir présenté de symptômes. On va rechercher souvent ce qu'on appelle des anticorps, la réponse du système immunitaire qui a été confronté au virus. Ces sérologies, nous l'attendons tous, dans le monde entier. À nouveau, la recherche et le développement progressent vite et nous espérons être en mesure de pouvoir expérimenter de manière solide des sérologies sur le territoire national dans les prochains jours à prochaines semaines et nous espérons véritablement que la recherche nous permettra d'être prêts pour fournir ce type d'examen fondamental pour les Français à l'heure où nous préparerons le déconfinement de la France. Je voudrais vous dire enfin un mot, Monsieur le Premier ministre, des traitements. Vous le savez, il n'existe hélas aucun traitement spécifique contre le coronavirus qui ait fait ses preuves formellement en France et dans le reste du monde. Et croyez bien que comme ministre de la Santé, comme médecin et comme citoyen français, je le déplore. Mais c'est là, hélas, un fait. La recherche est à nouveau fondamentale. Je le disais pour les tests, elle bat son plein aussi pour la recherche de traitement. Tous les grands laboratoires publics et privés du monde sont concentrés sur la recherche d'un médicament efficace contre le coronavirus. Sans attendre, la France, ainsi que ses pays voisins européens, a initié un certain nombre d'études cliniques, de protocoles de recherche pratiques sur malades dans les hôpitaux pour tester plusieurs molécules thérapeutiques porteuses d'espoir, notamment l'hydroxychloroquine, mais également des molécules antivirales qui sont connues pour être efficaces dans d'autres types de maladies infectieuses. Il y a, je crois, 13 projets de recherche clinique qui sont déjà en cours. Il y en a encore une dizaine qui obtiendront, je l'espère, un agrément très rapide pour pouvoir permettre d'explorer toutes les pistes thérapeutiques, ne passer à côté d'aucune opportunité d'identifier, en France ou ailleurs, un traitement efficace pour soigner les malades. Vous le savez, parallèlement à ces études, qui déjà regroupent plusieurs centaines de patients dans les hôpitaux français, j'ai autorisé sur recommandation du Haut Conseil de la santé publique la prescription dérogatoire, hors recommandation, hors autorisation de mise sur le marché, sur avis collégial d'équipes hospitalières, la prescription de médicaments parmi lesquels l'hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés. J'entends les impatiences, j'entends les remarques, j'entends les encouragements. Je m'entretiens régulièrement avec le professeur Raoult comme avec l'ensemble des infectiologues de ce pays et des pharmacologues. J'appuie toutes mes décisions
sur les recommandations des sociétés savantes. Elles ont été 7 à se prononcer et à dire que les données cliniques et biologiques dont nous disposions étaient bien trop insuffisantes pour prendre le risque de prescrire le traitement à d'autres Français que dans ces conditions. J'invite chacun et chacune à la patience, à l'espoir aussi. Sachez que s'il s'avérait qu'un traitement, celui-ci ou un autre, était efficace, nous mettrions immédiatement tout en œuvre pour le fournir à tous les Français qui en relèveraient. Et enfin, redire la place que prend la France au soutien à la recherche scientifique mondiale. Et dans les moments d'épidémie, on se rend compte encore plus que le reste de l'année, ô combien il est important de soutenir notre recherche. La France participe à hauteur de 5 milliards d'euros sur les 10 ans à la recherche scientifique, notamment, mais pas que, mais notamment dans la recherche médicale destinée à combattre les épidémies de type Covid. Merci, Monsieur le Ministre. Pour conclure cette présentation, je voudrais évoquer un aspect de notre stratégie, de notre politique, qui consiste, au-delà de la crise sanitaire, qui est l'urgence et qui nous occupe tous les jours, chaque heure, évoquer la protection due à nos concitoyens s'agissant des emplois et de leurs revenus. Évidemment, l'urgence est sanitaire, mais les conséquences de cette urgence sanitaire sur le tissu économique et productif sont sérieuses. Chacun de nos concitoyens a commencé à s'en rendre compte et beaucoup en sont évidemment inquiets. Pour protéger nos concitoyens, nous avons d'abord voulu protéger les personnes vulnérables en évitant les ruptures de droits. C'est la raison pour laquelle la durée de perception des allocations chômage est prolongée pour les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à compter du 12 mars 2020. On comprend bien que pour ceux qui arrivaient en fin de droit, il fallait pouvoir prolonger cette période car il n'est pas possible en ce moment, il est très délicat, très difficile de pouvoir chercher activement et trouver un nouvel emploi. L'éligibilité à plusieurs droits sociaux a été prolongée sans réexamen de leur situation car là encore, dire qu'elle aurait été conditionnée à un réexamen de la situation, c'était méconnaître l'impossibilité dans laquelle se trouvent beaucoup de nos concitoyens de procéder à ce réexamen. Nous avons décidé de repousser la fin de la trêve hivernale. Elle est normalement prévue pour le 31 mars. Elle interviendra cette année le 31 mai, ce qui est évidemment une mesure importante. Par ailleurs, nous avons également reporté au 31 mai 2020 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder dans une résidence principale à l'interruption ou à la résiliation du contrat pour non-paiement de facture. La rémunération des travailleurs accueillis en établissement et en service d'aide par le travail sera maintenue en cas de réduction de l'activité, voire de fermeture de l'établissement. Il s'agit là aussi d'accompagner ceux qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables. Enfin, s'agissant de la protection des personnes en arrêt maladie, vous le savez, nous avons pris la décision de suspendre le délai de carence dans le privé et dans le public pour tous les malades pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Je passe sur les dispositions de même nature, mais elles illustrent notre volonté de faire en sorte de protéger les plus vulnérables. Et puis il faut protéger l'économie, pas pour le plaisir de protéger l'économie, mais pour faire en sorte que notre pays puisse, après la crise sanitaire, repartir, produire, recréer des richesses pour pouvoir les redistribuer, pour pouvoir faire en sorte de ne pas plonger et de ne pas poursuivre cette crise sanitaire en une crise économique qui aurait des effets délétères. Pour cela, nous voulons éviter les faillites d'entreprises, éviter les licenciements. Nous voulons tenir compte de la baisse notable de l'activité qui nous est signalée par l'INSEE et qui est constatée par chacun d'entre nous compte tenu des circonstances. Pour atteindre ces objectifs, nous visons pour les entreprises un principe zéro recette, zéro dépense, qui permet de geler d'une certaine façon la situation des entreprises aussi longtemps qu'elles sont fermées. C'est pourquoi nous avons mis en place des reports de paiement d'échéances sociales ou fiscales. Ça représente plus de 30 milliards d'euros de reports. C'est pour la raison pour laquelle nous avons prévu un report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité pour les plus petites entreprises en difficulté. Et surtout, la raison pour laquelle nous avons mis en place un régime de chômage partiel renforcé, jamais vu en France, le plus généreux d'Europe, qui permettra aux entreprises de continuer à conserver leur main-d'œuvre, à conserver les compétences qui leur permettront de repartir une fois la crise sanitaire passée. Une fois encore, nous avons appris des dispositions de la crise de 2008 et nous savons qu'il est indispensable que les entreprises puissent continuer à disposer de leur main-d'œuvre
pendant la crise sanitaire pour qu'elles puissent repartir ensuite. Pour les très petites entreprises, pour les indépendants, pour les professions libérales, pour les micro-entrepreneurs qui ont le plus de difficultés, nous avons mis en place un fonds de solidarité d'1,2 milliard d'euros financé par l'État, par les régions, que je veux remercier à hauteur de 250 millions d'euros, et par les assureurs qui se sont engagés à participer financièrement à ce fonds de solidarité. Il va permettre de distribuer dès la fin du mois de mars, le début du mois d'avril, une aide allant jusqu'à 1 500 euros automatiquement. Et puis, dans les cas les plus graves, une aide complémentaire de 2 000 euros pourra être versée. Compte tenu de la prolongation de la période de confinement jusqu'au 15 avril, que j'ai annoncé hier, ce mécanisme sera reconduit pour le mois d'avril. C'est bien naturel et parfaitement compréhensible. Enfin, vous le savez, toutes les entreprises pourront, dans cette période difficile, avoir accès à des lignes de crédit, à des lignes de trésorerie bancaire qui seront garanties par l'État à hauteur de 300 milliards d'euros. Là encore, il ne s'agit pas d'aider telle ou telle entreprise, il s'agit de faire en sorte que les flux financiers continuent à circuler dans l'économie française, sans quoi c'est une crise économique et financière grave qui atteindrait notre pays. Mesdames et messieurs, nous avons, avec plusieurs professeurs de médecine et plusieurs spécialistes, avec le ministre des Solidarités et de la Santé et moi-même, pris du temps pour expliquer notre stratégie, expliquer nos contraintes, expliquer nos décisions, expliquer parfois nos inquiétudes. Nous sommes dans une situation difficile. Nous le savons, vous le savez. Nous sommes installés dans un combat qui va durer. La période actuelle est celle du confinement pour la plupart des Français. Elle est celle d'une activité redoutable pour les personnels soignants. Ce combat va durer. Et nous devons tous l'intégrer. Comprendre que nous devons nous installer dans un combat qui va durer. Un combat qui dure, c'est un combat que l'on gagne en faisant preuve de discipline. C'est-à-dire en respectant les consignes de confinement, les gestes barrières, l'ensemble des éléments qui vous ont été présentés, à la fois dans votre intérêt individuel, mais surtout dans l'intérêt collectif et dans l'intérêt des personnels soignants. Un combat qui va durer, on le gagne en étant concentré, tout à sa tâche. Et c'est un effort collectif que nous devons réaliser en la matière. C'est un combat que nous allons gagner grâce à l'innovation, à la recherche. Et la France est à la fois armée et elle n'est pas seule. Et puis c'est un combat que nous allons gagner si nous conservons, enracinés au fond de nous-mêmes, si nous savons l'exprimer, à côté de la lucidité, l'espoir. L'espoir parce que nous finirons par sortir de cette crise sanitaire. Nous allons la traverser et nous allons continuer à construire notre pays. Pour cela, il faut la confiance et il faut la transparence. Chaque semaine, le mardi et le mercredi, le gouvernement répondra, et c'est excellent, à l'ensemble des questions que posent l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans une démocratie, le contrôle parlementaire est indispensable et je remercie les députés et les sénateurs d'exercer ce contrôle avec vigilance, avec fermeté, car il est indispensable à la confiance démocratique du pays. À intervalles réguliers, je reviendrai devant vous avec le ministre des Solidarités et de la Santé pour présenter les résultats de notre stratégie, pour évoquer les difficultés que nous continuerons peut-être à rencontrer, pour évoquer les pistes d'avenir et ce sur quoi nous travaillons pour sortir de cette crise. C'est à ce prix que nous réussirons tous ensemble à franchir cette étape difficile. Je vous remercie et je vais désormais essayer de répondre aux questions qui sont posées par les journalistes, ou plus exactement le journaliste qui les représente tous ici. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le Ministre. Donc, comme vous l'avez constaté, je suis le seul journaliste présent aujourd'hui sur place, mais je tâcherai d'être le relais le plus scrupuleux possible des questions de mes consoeurs et de mes confrères. Peut-être pouvez-vous vous présenter ? Jérémy Marot de l'AFP. Merci. Tout d'abord, si vous le permettez, peut-être une question d'ordre un peu plus général et qui se justifie peut-être par l'exercice d'explication que vous venez de mener.
on voit à toutes les études le montrent qu'il y a une défiance importante dans la parole publique, qu'elle soit politique et parfois aussi scientifique. Alors c'est pas nouveau, mais en période de crise ça peut être problématique. Est-ce que vous n'êtes pas saisi par une forme de découragement de n'être jamais vraiment tout à fait cru, alors que prospèrent parfois des théories du complot comme on le voit encore aujourd'hui? Le découragement ne fait pas partie de la gamme d'émotions que je m'autorise. Et dans quelle mesure cette confiance que vous appelez est une pièce essentielle de votre stratégie de prévention, de lutte contre le coronavirus? Elle est essentielle parce que nous sommes dans une démocratie. Que dans une démocratie, ceux qui prennent des décisions, ceux à qui revient cette charge, et elle est parfois lourde, doivent expliquer. Ils ne doivent pas simplement expliquer les décisions qu'ils prennent, ils doivent expliquer les circonstances dans lesquelles ils les prennent, les contraintes qui se multiplient. Ils doivent expliquer qu'ils sont tenus de prendre des décisions sur le fondement d'informations qui sont parfois incomplètes et contradictoires. C'est la vie. Et chacun peut le comprendre. Et il est important dans une démocratie qu'on puisse en faire état. Et mon objectif, l'objectif de l'ensemble des membres du gouvernement, c'est de pouvoir régulièrement faire état de ces contraintes et des décisions en les expliquant. C'est la seule façon de faire dans une démocratie. Et ma conviction, c'est qu'à long terme, c'est toujours plus efficace que d'autres façons de faire. Vous avez évoqué vos inquiétudes quant à l'approvisionnement de médicaments. Il y a des pénuries qui semblent se profiler. Au-delà de cette inquiétude, quelles sont les mesures concrètes que vous pouvez prendre alors que la chaîne de production, on le sait, est très éclatée, qu'on est fort dépendant de l'Inde et de la Chine? Pouvez-vous ordonner des réquisitions de stocks, des réorientations de lignes de production, et éventuellement des sanctions, puisqu'il me semble qu'elles sont rendues possibles, envers les laboratoires? Alors vous avez raison, une des inquiétudes, je l'ai formulée et je l'ai dit clairement, c'est non pas la pénurie de médicaments. Il y a beaucoup de production de médicaments partout dans le monde et il n'y a pas de pénurie de médicaments à proprement parler. Mais ce qui est vrai, c'est que comme le monde entier se trouve confronté à une situation où les besoins en matière de réanimation explosent, pardon de le dire comme cela, où la demande de respirateurs, de produits consommables dans le cadre des procédures de réanimation s'accroît à un rythme jamais constaté. Nous avons et nous pouvons avoir, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, ici ou là, des tensions d'approvisionnement. Nous les réglons en assurant la coordination, la circulation de ces produits sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a des stocks. Nous la garantissons en faisant en sorte d'encourager l'augmentation de la production nationale, lorsque la production nationale est possible, et l'augmentation de la production mondiale. Je voudrais répondre d'une certaine façon, peut-être de façon un peu générale à la question que vous posez. Mais le monde entier est confronté à cette situation. Et le monde entier va donc devoir trouver collectivement des solutions pour accroître de façon considérable la production de ces médicaments, la production de ces produits. Partout dans le monde, et singulièrement partout dans le monde industrialisé, partout dans le monde occidental, des initiatives sont en train d'être prises par des acteurs économiques, par des industriels, pour faire en sorte de rentrer sur ces nouveaux marchés et de produire au fur et à mesure de cette demande qui augmente. J'ai bon espoir que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, bien entendu, et les États-Unis seront capables de s'entendre avec la Chine dans toute la mesure du possible, avec les autres pays qui sont capables de produire en masse ces produits dont nous avons besoin. Mais très concrètement, allez-vous ordonner dès maintenant la réorientation de production? La gamme totale des mesures est envisageable. La réquisition, nous l'avons fait s'agissant des masques, pour préserver la production nationale et faire en sorte qu'aucun des masques produits ou stockés sur le territoire national ne puisse sortir du territoire. Nous avons utilisé cet instrument, nous l'avons même utilisé très tôt. Donc la réquisition est possible. Mais la réquisition, ce n'est pas une baguette magique. Il faut que ça puisse avoir un effet positif sur le problème que nous rencontrons. Dès que nous aurons le sentiment que la réquisition est nécessaire, il sera procédé à des réquisitions. Il est parfois contre-productif de réquisitionner lorsque les chaînes de production sont éclatées et lorsque, en réquisitionnant, vous interrompez, vous venez fracturer une chaîne de production qui fonctionne encore. Il faut donc utiliser cet instrument avec beaucoup de prudence, beaucoup de fermeté quand c'est nécessaire, mais beaucoup d'intelligence, si j'ose dire, du système économique dans son ensemble.
Une question sur la fiabilité des tests PCR. Il semble qu'ils provoquent de temps en temps des faux négatifs. Que pouvez-vous dire justement sur cette fiabilité-là ? Monsieur le ministre. La fiabilité d'un test, elle repose sur 2 paramètres. Je grossis le trait, je schématise, mais ce qu'on appelle la sensibilité, la capacité à identifier quelqu'un qui est malade quand il l'est, et la spécificité, c'est la capacité à ne pas se tromper. Le test par PCR, lorsqu'il est bien réalisé, dans de bonnes conditions, par des professionnels formés, donc ça peut s'organiser à domicile, mais le plus souvent en laboratoire ou en milieu hospitalier, la sensibilité du test est très bonne. Elle est très bonne, elle est très élevée. La spécificité du test est excellente. Là, on peut commencer à se poser des questions, c'est parce que j'ai été interpellé, je réponds à une autre question que vous auriez pu me poser, sur par exemple les tests qui peuvent être réalisés sous la forme de drive-in, vous savez, en voiture, etc. Là, aujourd'hui, ça pose des questions de sécurité et de qualité de réalisation du test. Et il ne faut pas qu'on baisse en sensibilité. Parce qu'on l'a vu en Espagne, on le voit dans d'autres pays autour de nous, qui ont commencé à baisser un peu les normes et les critères, et qui se sont retrouvés en difficulté avec des patients qui n'arrivaient pas à dépister. Donc, nous faisons en France primer la qualité sur tous les autres critères. Ça n'empêche pas de travailler d'arrache-pied, comme je le disais, pour nous équiper très vite en tests qui soient à la fois plus efficaces et toujours aussi sécurisés en termes de qualité de rendu de résultats. Alors, des médecins biologistes rapportent une pénurie d'écouvillons et de réactifs pour ces tests. Est-ce que c'est bien le cas ? Et si oui, dans quelle mesure vous pouvez prévenir cette pénurie ? De la même manière qu'il y a des pénuries, en tout cas des tensions sur les approvisionnements en médicaments, il y a des endroits où il y a une demande très forte territoriale de tests et ça pose des problèmes effectivement pour les écouvillons qui sont avec lesquels on va faire le prélèvement, parfois sur les réactifs, vous avez raison. Il n'y a pas de pénurie au niveau national, par contre il y a des tensions d'approvisionnement assez territorialisées. Nous avons commandé massivement les kits de PCR de manière justement à pouvoir répondre à toutes les demandes. Parce que de la même manière que certains pays peuvent vous annoncer qui sont en mesure de faire un très très grand nombre de tests, être en mesure et faire un très grand nombre de tests, il y a parfois une grande différence. Donc nous ce que nous voulons, c'est que les tests que nous annonçons être en mesure de faire soient réellement faits sur le territoire. Et peut-être un mot pour compléter la réponse du ministre de la Santé, pour dire que si nous voulons ne pas avoir à subir de pénurie ou de rupture d'approvisionnement, il faut aussi que les chaînes logistiques continuent à fonctionner. Lorsque nous nous battons pour faire en sorte que les camions continuent à circuler dans notre pays, à ce qu'un certain nombre d'usines qui produisent parfois des produits dont on se demande quel est le lien avec la chaîne logistique du médicament, du papier, du carton, des emballages. Lorsque ces usines cessent leur activité ou lorsque la chaîne logistique est interrompue, alors on peut se retrouver dans une situation où, pour les soins, on a rupture d'approvisionnement. L'idée que l'activité continue à fonctionner, qui est une idée dont je sais très bien qu'elle se heurte parfois à l'incompréhension des Français qui disent « vous dites confinement d'un côté et de l'autre, vous dites poursuite de l'activité ». J'ai bien conscience que ce double message peut sembler surprenant. Mais c'est parce que nous serons capables de maintenir un niveau d'activité suffisant que nous pourrons continuer à soigner dans de bonnes conditions. Il faut donc, et c'est une discussion que le président de la République et les membres du gouvernement ont eue avec les organisations syndicales et patronales depuis le début et qu'elles ont poursuivi hier encore, il faut donc que nous réussissions à trouver les conditions d'une poursuite de l'activité dans de bonnes conditions, sous peine d'avoir à subir la rupture des lignes d'approvisionnement, la rupture des chaînes logistiques. Une question sur les tests de sérologie. Vous les avez entourés d'encore pas mal de points d'interrogation. Dans quelle mesure ce seront ceux-ci qui seront conduits à la fin du confinement et qui pourront justement présider à l'idée de déconfiner ? Où sont-ils produits ? Et vous avez évoqué une production dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça reste vague. Est-ce que vous pouvez être davantage détaillé là-dessus ? Je vous ai dit tout à l'heure que le temps politique n'était pas le temps scientifique. Moi, si j'avais à disposition la possibilité de commander aujourd'hui des tests sérologiques de qualité, quoi qu'il en coûte, quelle que soit la provenance, je le commanderai immédiatement et j'annoncerai la bonne nouvelle aux Français. Ces tests, aujourd'hui, n'existent pas encore. En tout cas, ils sont sur le point d'exister, mais ça, c'est très dépendant de la recherche. Ce n'est pas dépendant ni des journalistes, ni des politiques, quand bien même serait-il ministre. Et ministre de la Recherche, parce que je salue Frédérique Vidal, ma collègue de l'enseignement supérieur et la recherche, qui travaille et qui est très mobilisée sur cette question des tests. Mais ce que vous posez comme question est important, c'est-à-dire qu'au moment où les gens
pourront ressortir. Un certain nombre de Français, de nos compatriotes, auront envie, et c'est normal, de savoir si oui ou non ils sont libérés de ce poids. Et donc il faudra être en mesure de répondre aux demandes progressivement, à mesure que nous serons capables de faire toutes les sérologies nécessaires. La sérologie, dans la mesure où elle passe par des laboratoires classiques et pas des plateformes PCR très complexes, n'importe quel laboratoire, demain, dès que nous aurons le savoir-faire, et dès que le savoir-faire aura été découvert quelque part dans le monde, pourront réaliser ces tests sérologiques. Donc ça démultipliera énormément notre capacité de diagnostic. Je ne sais pas si je suis clair. Et c'est autre chose que le test rapide qui, lui, vous permet de savoir à un moment donné si vous êtes malade ou si vous ne l'êtes pas, ou si vous êtes porteur du virus, asymptomatique éventuellement, ou si vous ne l'êtes pas. La sérologie vous donne un verdict, comme on peut le faire sur d'autres maladies aujourd'hui, comme l'hépatite B par exemple, ou bien d'autres maladies, où la sérologie vous dit quel est votre statut d'immunisation par rapport au virus. C'est une étape essentielle. Et vraiment, soutenons les chercheurs et les innovateurs partout dans le monde, en France et ailleurs. On a des laboratoires en France qui sont capables de produire un travail remarquable. Mais encore une fois, quel que soit le test de sérologie fiable qui aura été inventé, où que ce soit, on l'achètera. Des laboratoires vétérinaires ont apparemment le savoir-faire et les réactifs nécessaires pour mener les tests actuellement. Ils ont proposé pour certains leurs services. Il semble qu'il y a un frein réglementaire néanmoins qui les empêche de le faire. Est-ce que vous allez lever ce frein ? Nous sommes en train d'étudier cette question, car c'est vrai, un certain nombre de tests supplémentaires pourraient être réalisés dans des conditions qui ne seraient pas strictement conformes aux règles que nous appliquons jusqu'à présent, qui sont des règles très exigeantes, c'est vrai. Il nous faut donc regarder dans quelle mesure nous pouvons lever ces interdictions. C'est quelque chose qui demande un peu d'instruction. C'est en train d'être réalisé. Nous aurons l'occasion de répondre très rapidement. Là encore, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir trouver des solutions, y compris innovantes, en le faisant dans un souci de sécurité sanitaire minimale. J'ai bon espoir que nous pourrons répondre définitivement à votre question très vite. Très rapidement, juste quelques détails sur le milliard de masques commandés que vous avez annoncé. Est-ce que vous pouvez donner des détails ? S'agit-il de masques FFP2 ou chirurgicaux ? Sont-ils tous destinés à l'État ou aux collectivités territoriales qui en ont commandé par dizaines de millions elles aussi ? Et certains élus font part de décalage entre les annonces de déstockage et l'approvisionnement sur le terrain. Est-ce le cas ? Et si oui, y a-t-il un problème logistique ? Alors vous avez posé beaucoup de questions s'agissant des masques et le ministre pourra répondre à un certain nombre d'entre elles. D'abord, oui, nous avons commandé beaucoup de masques, y compris en Chine. Des masques chirurgicaux, des masques FFP2. Ils sont commandés d'ailleurs parfois depuis longtemps. Et nous avons bon espoir que ces masques puissent arriver rapidement sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé, avec des logisticiens compétents, la mobilisation des moyens nécessaires au retour rapide de ces masques. Cela passe par la mobilisation d'un certain nombre d'avions cargo, ça passe par la réquisition, le cas échéant, d'avions de compagnies commerciales qui, évidemment, sont tout à fait prêtes à nous aider pour cela. Mais la vérité, c'est que la plus grande difficulté aujourd'hui, ça n'est pas de faire revenir des masques qui seraient à disposition en Chine vers le territoire national. La grande difficulté, c'est de vérifier que les masques commandés sortent bien de la bonne usine pour arriver à l'aéroport. Le monde entier étant à la recherche de masques, il est parfois délicat et difficile d'être certain que les commandes passées sont effectivement honorées. C'est une difficulté que nous pouvons rencontrer dans nos commandes de masques. C'est une difficulté que beaucoup d'autres peuvent rencontrer dans leur demande de masques. Qu'ils soient acteurs privés, des grandes entreprises qui connaissent bien la Chine notamment, se sont engagés dans cette direction et éprouvent parfois des difficultés. Des collectivités territoriales qui, et nous les en remercions, se sont engagées dans des commandes, éprouvent elles aussi parfois des difficultés à faire arriver jusqu'à l'aéroport les masques en question. Mais s'agissant de la mobilisation des services de l'État, des contacts politiques que nous prenons, elle est totale, croyez-moi. C'est l'intérêt commun pour faire en sorte que les masques commandés et produits puissent bien arriver vers la France. S'agissant de la distribution sur le territoire national, du déstockage vers les points de distribution partout en France, je vais laisser le ministre des Solidarités et de la Santé répondre. Très rapidement, j'ai annoncé que 36 millions de masques ont été déstockés à destination de tout le territoire. J'ai déjà parlé des problèmes logistiques. Le Premier ministre, tout à l'heure, a cité l'arrêt d'une chaîne de distribution. Il nous est arrivé qu'il y ait des droits de retrait prononcés de la part de personnes qui devaient emmener des masques de l'entrepôt national vers les territoires. À chaque fois, on prend 24, 48 heures
de retard. J'ai annoncé tout à l'heure, s'agissant des EHPAD par exemple, qu'on va davantage s'appuyer sur les départements et leur propre réseau de distribution pour être capable d'acheminer plus simplement et plus rapidement. Encore une fois, je comprends parfaitement la colère, la détresse, le désarroi des professionnels de santé qui attendent du matériel de protection et qui ne le voient pas arriver. Le problème principal, le problème majeur, c'est la gestion de ce stock. C'est-à-dire cette capacité que nous avons dans la durée de garantir à ceux qui sont le plus exposés, qui pourront bénéficier du plus de protection. Mais nous mettons tout en œuvre et lorsque nous annonçons des chiffres de déstockage, mais je ne pense pas que ce soit le sens de votre question, je peux vous confirmer que c'est le nombre de masques que nous déstockons. Et j'insiste avant de répondre à la dernière question que vous poserez, sur cette nécessité de tenir dans la durée. J'ai beaucoup insisté sur ce sujet, c'est une de mes obsessions. Vérifier que dans le stock dont nous disposons, qui est toujours réel et dont heureusement nous disposons, nous soyons capables de garantir au personnel soignant qui, demain, aujourd'hui, mais aussi dans une semaine, dans 2 semaines, peut-être dans 3 ou 4 semaines, continueront à mobiliser ces besoins de masques pour lutter contre le virus, que nous soyons bien capables de le leur garantir. C'est ma priorité, et c'est une priorité qui s'inscrit dans la durée. Et il faut bien comprendre que nous gérons ces stocks qui existent dans la durée, pour prendre toutes les décisions pour garantir aux soignants d'être équipés dans la durée. Au-delà d'Air Liquide, dont vous avez annoncé la participation à la fabrication de respirateurs, lancez-vous un appel à d'autres industriels à produire temporairement, modifier leur activité pour produire temporairement des respirateurs? Mais bien sûr, l'engagement de toutes les forces industrielles, de toutes les innovations industrielles est nécessaire en ce moment. Et je crois qu'il y a beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de responsables d'entreprises qui l'ont compris. Nous avons évoqué le cas de cette entreprise Air Liquide qui fabrique en temps normal des respirateurs et qui augmente ses capacités de production. Mais il est d'autres entreprises, notamment dans le secteur automobile, qui ont compris la nécessité de pouvoir réorienter leur production, l'adapter de façon à contribuer à cet effort national. Là encore, j'ai eu l'occasion, et je conclurai par cela, de dire à l'Assemblée nationale que lorsque notre pays était confronté à une crise de cette ampleur, on voyait ce qu'il y avait de plus lumineux et ce qu'il y avait de plus sombre dans la personne humaine. Le plus sombre, ce sont les trafics. C'est la revente de masques. C'est le marché noir qui peut exister en la matière. Ce sont ces mots scandaleux d'un certain nombre de gens qui s'inquiètent de la présence sur le palier à côté de chez eux ou en dessous de chez eux d'infirmières, d'aides-soignantes ou de médecins parce qu'ils seraient exposés plus que d'autres au virus. C'est ça la part sombre que nous voyons. Il ne faut pas que cette part sombre fasse oublier la part lumineuse, qui est bien plus majoritaire et qui est admirable. Des initiatives de solidarité exceptionnelles que nos concitoyens prennent ça et là, en dehors d'ailleurs de tout cadre public, et heureusement, pour aider les soignants, pour accompagner des personnes âgées isolées et parfois dépendantes, et veiller à ce qu'elles ne se retrouvent pas dans des situations extrêmement dramatiques. C'est l'innovation dont font preuve des gens qui, a priori, ne sont pas proches du milieu médical, mais qui, grâce à la technologie, sont capables d'apporter des solutions qui vont se développer et qui vont considérablement aider nos concitoyens, y compris les personnels soignants. C'est la capacité de Françaises et de Français qui, à l'étranger, ont accès à des ressources et qui décident de mobiliser ces ressources pour aider le territoire national. Il y a dans notre pays, et c'est heureux, et personne n'en doute, des capacités exceptionnelles de solidarité, d'innovation et d'engagement. Elles sont mobilisées à plein, elles vont l'être. Et c'est pour ça qu'alors même que je fais état de la difficulté de la situation, sans rien cacher de la difficulté de la situation, je peux aussi dire que je suis plein d'espoir parce que je sais qu'il y a toutes les ressources dans notre pays pour tenir et pour franchir cet obstacle. Je vous remercie très sincèrement. J'aurai l'occasion, je l'ai dit, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de reprendre la parole de cette manière pour faire toute la lumière sur les décisions et les difficultés que nous connaissons. Merci beaucoup.